Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui je vais expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo donc en physique-chimie et plus précisément une vidéo de laquelle nous allons parler ici de la masse et du volume. Alors cette vidéo est incluse dans le thème matière, mouvement, énergie et information. C'est parti mon kiki. Ici on va parler de la masse et du volume. Alors dans un premier temps on va parler de la masse, puis dans un second temps du volume. Alors déjà la masse comme le volume, il faut savoir ce sont des grandeurs physiques. C'est-à-dire, en gros, ce sont des grandeurs qui se retrouvent aussi dans le tableau du système international des unités. Donc, c'est une grandeur officielle qui, en fait, fonctionne dans tous les pays. C'est-à-dire, vous partez en Équateur, vous partez aux États-Unis, vous partez en République démocratique du Congo, vous partez en Australie, vous partez en Chine, vous partez n'importe où. Les unités restent les mêmes. Parce qu'en fait, ce sont des unités internationales. Et quand je dis international, c'est vraiment international. Mais moi qui suis nul en anglais, je vous avoue que quand on me donne des unités, et je me perds pas parce qu'en fait les unités à chaque fois c'est les mêmes. C'est juste que en fait elles sont traduites dans leur langue et du coup voilà. Mais après quand on me donne les symboles d'unité, donc CM, DM, etc. Là j'ai pas peur puisque même si je suis nul en anglais, même si je suis nul dans une langue, même si je connais pas la langue, et en fait je me dis après tout voilà, c'est les unités sont un peu les mêmes. Alors bon, vous avoue que par contre ce qui va changer c'est pas les symboles mais c'est les noms. Par exemple, centimètre en anglais, ça donne centimeters. Voilà. Et après, pour le mètre, c'est pareil, c'est meters, ok? Donc oui, au niveau des noms, je vous avoue, ça change. Mais après, du temps qu'il y a les bons symboles, les bonnes abréviations et tout, c'est bon, ça ne change pas, ok? Voilà, voilà. C'est comme pour plus, comme pour moins, tout ça. Et là, pareil, ça ne change pas. Il y a juste la prononciation qui va changer au niveau de la lecture. Mais sinon, ça ne change pas. Donc pour dire plus, par exemple, en anglais, on va dire more. Tandis que pour dire moins, on va dire less, tout simplement, ok? Bon, je vous donne l'exemple de l'anglais parce que la langue la plus parlée maintenant dans le monde, c'est l'anglais, malheureusement. Oui, j'ai malheureusement parce que malheureusement, comme si vous êtes un peu comme moi, trop nul en anglais, comment vous dire que c'est un peu chaud en fait. C'est un peu chaud et c'est même chiant. Donc voilà. Bon, tout ça pour vous dire, donc, la masse, qu'est-ce que c'est? En gros, la masse, c'est tout simplement la quantité de matière que possède un objet, ok? Donc, la masse d'un objet, c'est sa quantité de matière. Donc, en gros, plus la quantité de matière qu'il y a d'un objet est grande, plus la masse est grande, logique. Et moins il y a quantité de matière d'un objet, et moins l'objet est grand. Enfin, quand je dis grand, on devrait dire gros, puisqu'on parle de masse. Et quand on parle en termes de masse, on dit généralement gros ou fin, ok? Bon, voilà, donc ça c'est pour la masse. Donc la masse, c'est la quantité de matière que possède un objet, ok? Alors, au niveau de la masse, ça c'est notre petit thème, comme vous pouvez le voir ici. Et donc les unités de la masse, vous avez le kilogramme, qui est l'unité principale, mais également vous avez d'autres dérivés. Donc par exemple, vous avez la tonne. Donc la tonne, ça va être utilisé pour de très grands objets. Exemple, une maison, ça peut être également pour un train, ça peut être également pour les camions, les voitures, tout ça. Après, vous avez le kilogramme. Donc le kilogramme, ça peut être pour les personnes, ça peut être pour certains animaux, ça peut être pour les arbres, ça peut être pour des choses comme ça, ok? Après, vous avez les grammes. Donc le gramme, c'est plutôt pour les feuilles, les paquets de feuilles de 500, vous savez, des trucs comme ça. Ça va être plutôt pour les classeurs, ça va être plutôt pour les tablettes, tout ça. Donc ça se mesure en grammes. Après, vous avez le centigramme et le milligramme. Je regroupe ensemble parce que ça fait quasiment les mêmes mesures. Bon, il y a quand même quelques différences, mais en gros, on mesure à peu près la même chose. Donc avec le centigramme, on va mesurer par exemple la quantité de matière d'une bouteille, on va pouvoir mesurer certaines boîtes, tout ça. Alors qu'avec le milligramme, on va pouvoir mesurer des petites choses, très petites choses. Après vous avez d'autres unités comme le nanogramme, tout ça. Là c'est encore plus petit, c'est minuscule, c'est l'échelle en gros de nos micro-organismes qui aident encore. Alors donc nanogramme en gros c'est l'échelle des micro-organismes, voire même des atomes qui nous composent. Oui, parce que le monde est fait d'atomes, de molécules, et du coup les atomes en fait qui nous composent, pour parler des atomes en gros on va utiliser le nano, ok? Après le micro, voilà, ça va être plutôt pour parler par exemple des êtres vivants minuscules tels que les micro-organismes, ok? Voilà. Voilà, alors maintenant que nous avons parlé un petit peu des mesures, des unités, on va parler justement de la mesure, tout simplement. Alors la mesure de la masse, auparavant c'est comme les mesures de longueur, c'est comme pour les mesures de volume, tout ça, c'est comme pour les grandeurs générales. Au départ, on ne pouvait pas mesurer les grandeurs, c'est-à-dire en gros,
il n'y avait pas d'unité fixe. C'est-à-dire, tu passais d'une région à l'autre, il y avait encore pas mal de choses à savoir. Par exemple, les longueurs, déjà rien que ça, pour mesurer une longueur, il y avait je sais pas combien d'unités. Tu vois, il y avait des unités, aujourd'hui ça me paraît insolite. Il y avait le pied, il y avait la main, je crois. Enfin bref, il y avait des unités, c'est insolite. Et donc en fait, on se référait à nous. Or, bah, vous savez que nous, on est quand même... Enfin, tu vois, on n'est pas tous unis. Enfin, on n'est pas tous... on n'est pas tous pareils, on est au contraire très uniques. Et donc du coup, bah, tu vois, nos mains, tout ça, déjà, bah, mesurer des grandeurs avec ça, c'est galère, quoi. Donc du coup, bah voilà, avant on se réfère à ça parce que on pensait que tout le monde était pas unique et que tout le monde était pareil. Or, bah, vous voyez bien, il y a des maigres, il y a des gros, il y a des minces, il y a des maigres, il y a plein de poids aujourd'hui, il y a plein de tailles. Il y a des normaux, il y a des maigres, il y a des gros, enfin, il y a des minces, il y a des larges, enfin bref, il y a plein de trucs maintenant. Il y a plein de morphologies, donc heureusement d'ailleurs on a arrêté de mesurer avec ces unités-là. Et donc ça a été au moment de la Révolution française où les scientifiques ont pu profiter parler que de là on a établi des unités du système international. Alors ce tableau-là, enfin le tableau du système international des unités, on peut le trouver sur Wikipédia par exemple. Voilà. Et puis également, non seulement on peut le trouver sur Wikipédia, mais même sur internet, quoi, quand tu cherches un peu. Alors bon, c'est là justement que vous avez les unités principales qu'on vous raconte à l'école et au collège. Donc par exemple celle de masse qui est bien le kilogramme. Vous avez également par exemple les longueurs, donc les longueurs qui est le mètre. Et vous avez les contenances. Donc là les contenances c'est le litre. Le volume par contre c'est le mètre cube. Ok. Par contre on peut aussi parler des volumes quand on parle de contenance, ça existe. Hein. Parce qu'en fait il y a une petite relation qui dit les deux. On en reparlera dans la vidéo. Donc au niveau des balances, au moment de la Révolution française, quand elles ont été inventées, ne vous imaginez pas des trucs extraordinaires. Au moment de la Révolution française, ces balances, en fait, elles étaient tout simplement à plateau. Okay, donc on avait des balances à plateau. Donc ces balances à plateau, en fait, on les a nommées les balances, la balance de Roberval. Okay, la balance de Roberval, c'est une balance avec deux plateaux, comme vous pouvez le voir ici. Et puis également avec une petite boîte que l'on donne après. Okay, cette petite boîte que l'on donne, et en fait, elle contient des masses. Et donc c'est ça qui permet de voir à peu près la masse dans l'objet. Alors c'était à peu près à l'époque et on pouvait pas mesurer des trucs de fou, quoi. C'est-à-dire par exemple un vélo, tout ça, tu pouvais pas venir à mesurer ça sur une balance. À l'époque c'était vraiment pour des petites choses. Par exemple pour la nourriture, c'était pour également de petites boîtes, des choses comme ça. On pouvait s'amuser à mesurer ça avec la balance de Roberval. Maintenant bon, je vous assure, on peut pas tout faire avec ça. Alors bon, également le problème qu'il y avait avec ces balances de Roberval, même si elles étaient très performantes et qu'elles pouvaient être utiles, c'est que justement on pouvait déjà pas mesurer de très grandes choses, mais en plus elles étaient pas assez précises. Par exemple, si un objet faisait 49,5 grammes, on pouvait pas savoir parce qu'en fait c'était entre 49 et 50. Et on voyait que globalement la balance restait à peu près stable. Oui, parce qu'à l'époque on cherchait que la balance, enfin quand vous mesuriez la masse d'un objet en fait, le but c'était que la balance soit stable. Et quand on voyait qu'un plateau penchait trop, on mettait des basses, par exemple. Ou au contraire, on enlevait aussi de la matière à mesurer. Ok, voilà, voilà. Et donc du coup, voilà, voilà, on pouvait de là mesurer des choses intéressantes. Alors non seulement on pouvait mesurer, mais donc les boîtes de masse en général, ça allait pas plus loin qu'un kilogramme, malheureusement. Ok, donc on ne pouvait pas mesurer de très très grandes choses comme je vous le disais. Alors en gros, vous avez une masse de 500, et après le reste c'était des 200, des 100, des 10, des trucs comme ça, ok. Donc si je me rappelle bien, en tout cas, vous avez dans la boîte une masse de 500, vous avez une masse de 200, vous avez une masse de 100, donc quand vous faites le calcul, vous avez 800. Après, vous avez deux masses de 50, donc 900, et après, le reste était des masses de 20. Alors, des masses de 20, vous en aviez donc, vous en aviez deux en gros, deux ou trois, donc ce qui fait 940. Après, vous avez également des masses de 10, donc des masses de 10, vous en aviez en gros 4, donc ce qui fait donc 980. Et après vous avez des masses de 5 et de 2. Donc là les masses de 5 globalement il y en avait 2, 990. Et après le reste c'était des masses de 2. Donc les masses de 2 il y en avait 3 en gros, donc ça fait 996. Et après vous en aviez des masses de 1, donc les masses de 1 il y en avait 4. Voilà, en gros c'était à peu près la boîte des masses. Alors je vous dis ça à peu près parce que bon, arrêtez, je ne pas tout compter, mais c'était à peu près ça. Donc il y avait des masses de 200, de 500, 200, de 50, et puis de 10, de 20, de 5, etc. En fait c'est un petit peu comme la monnaie, quoi, si vous voulez.
Voilà, d'ailleurs, je sais pas d'ailleurs si ceux qui ont créé la monnaie là en France, je sais pas s'ils se sont inspirés des maçons. D'ailleurs, faudrait que je fasse une petite recherche là-dessus. Vous en parlerez peut-être un jour. Bon, ça c'était pour la balance de Roberval. Donc la balance de Roberval, vous voyez, il y a plein de perfections et tout. Maintenant, bon, on va utiliser plutôt des balances modernes qu'on appelle des balances électroniques. Alors vous avez les balances électroniques de cuisine. Après, vous avez également des balances électroniques que vous pouvez utiliser pour peser. Donc on appelle cela un pèse-personne. Donc c'est fait comme son nom l'indique pour peser des gens. Voilà, donc vous en avez une. Et puis également, vous avez une autre balance. Et bah, c'est le pèse-personne mais bébé. Donc là, le pèse-personne bébé, en gros, c'est une espèce de lit. Et en dessous, il y a une espèce de balance qui pèse le bébé. Oui, parce que peser un bébé sur un pèse-personne, je vous assure, c'est pas très pratique. Déjà, d'une, le bébé bouge tout le temps. Et de deux, en général, quand le bébé est tout petit comme ça, et ben en général, vous ne pouvez pas trop faire marcher. Parce que le problème, en fait, quand vous faites trop marcher un bébé tout petit, et ben après, on peut lui arquer les jambes. Alors, arquer les jambes, comme son nom l'indique, c'est en gros, bah, sa jambe ressemble à ça. Voilà, un arc. Ouais, vous dites c'est drôle, mais en fait, non, pas du tout. C'est-à-dire, vous marchez bizarrement. C'est-à-dire, au lieu de marcher avec la jambe bien droite comme ça, et ben vous marchez avec la jambe bien droite comme ça. Et non seulement, on va pas parler du temps que vous mettez pour mettre votre chaussure, déjà, c'est pas bon. Et en plus, on va pas parler du fait que déjà, bah, on n'est pas toujours très droit. Hein. Donc ça, c'est une personne classique. Mais en plus, si vous avez les jambes arquées, donc par exemple, comme ceci, et ben vous allez vous retrouver comme ça, avec les jambes comme ça, et ensuite, bah, le reste, quoi. Donc ça fait pas très beau si vous voyez une personne comme ça dans la rue. Bon, je sais que j'estime très mal, mais bon, c'était juste pour vous montrer. Donc voilà, voilà. Alors, les pèse-personnes bébé, d'ailleurs, bah, on en trouve dans les hôpitaux, par exemple. Et donc, c'est fait pour mesurer la masse d'un bébé. Globalement, on utilise ça jusqu'à 1-2 ans. Après, bon, on peut plus ou moins considérer qu'on peut peser son bébé sur un pèse-personne. Alors, pour le pèse-personne, en gros, il faut que le bébé fasse au moins plus de 10 kilos. Oui, parce que quand ma petite sœur faisait moins de 10 kilos, j'ai remarqué qu'on ne pouvait pas la peser. Mais après, quand elle faisait un peu plus de 10 kilos, bah, c'est là qu'on a commencé à faire des mesures, ok. Bon, alors quand j'ai 10 kilos, c'est à peu près, hein, parce que la première fois, je crois qu'on s'est amusé à mesurer ma petite sœur sur un pèse-personne, elle devait faire dans les 9 kilos, si j'ai bon souvenir. Bon, maintenant, on va parler du volume. Alors, le volume, bah, c'est la place occupée par un objet dans l'espace. Et du coup, bah, ce volume se note grand V, et il va se mesurer en mètres cubes. Alors, il va se mesurer en mètres cubes, mais après, comme d'habitude, vous avez tout plein d'unités dérivées. Vous avez par exemple le centimètre cube, le décimètre cube, etc., etc. Puis également, vous avez d'autres unités, parmi les unités de volume, que sont les unités de contenance. Alors, les unités de contenance, vous avez le litre, décalitre, etc., etc., ok. Vous avez également le centilitre, le millilitre, qui sont très utilisés. Et puis, également, ça c'est un truc qui m'horripile quand on fait un cours là-dessus, c'est que généralement, on ne vous dit pas que le kilolitre existe. Alors oui, mathématiquement parlant, le kilolitre existe. David toujours, ça existe aussi, on pourrait très bien le dire. C'est juste que le problème, en fait, vu que 1 décimètre cube fait 1 litre, et que du coup, 1 mètre cube fait 1 kilolitre par convention, et bah du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de dire 1 kilolitre par moment, on dit 1 mètre cube, ok. Donc si un jour on vous dit que votre baignoire a fait 1 mètre cube, c'est normal. C'est l'équivalent d'1 kilolitre. Donc 1 kilolitre, généralement, vous dites c'est gros, mais 1 mètre cube, et ben vous dites pas que c'est gros. Donc c'est pour ça que dans la vie de tous les jours, on parle en mètre cube, on parle en kilolitre. Parce que bon, on utilise les contenances en gros jusqu'au litre, voilà, et après on va pas plus loin. Et après, bah, pour les unités de volume, on commence à partir du mètre cube. Et donc du coup, bah, quand vous parlez en mètre cube, vous dites c'est pas grand. Alors que quand on vous parle en kilolitre, vous allez vous dire, ah c'est géant. C'est pour ça que dans la vie de tous les jours, on parle pas en kilolitre, ok. Surtout commercialement. Alors, au niveau des unités, au niveau du volume, et ben on va pouvoir mesurer ça avec une éprouvette graduée. Alors, une éprouvette graduée, bah ça ressemble à ça. Voilà, voilà. Donc en gros, ce sont des espèces de cylindres surmontés d'une base en forme de cône tronqué, ok. Donc un cône tronqué, pardon, c'est un cône qui a été coupé, tout simplement. Donc en gros, vous avez une espèce de cône tronqué comme ça, et après vous avez le cylindre en haut, ok. Donc bon, là ces éprouvettes graduées, je crois, ils sont gradués en centilitres, mais il y en a, ils sont gradués en litres, et il y en a, ils sont gradués au contraire en millilitres, ok. Il y en a aussi, c'est gradué par exemple aussi en mètres cubes. Alors ça, c'est des grandes éprouvettes en général qui font ça, et puis voilà, voilà.
Alors globalement, avant que la vidéo s'arrête aussi, je vais vous montrer un petit truc qu'il faudra faire en 6ème et même en fait dans la vie de tous les jours, c'est convertir. Alors bon, j'ai déjà fait les conversions, c'est pas drôle. La prochaine fois, j'essaierai de pas les faire. Je crois qu'il y en a qu'une. Non, on parlera du mouvement, donc on fera encore des conversions. Donc du coup, ne vous inquiétez pas, niveau conversion, vous allez en avoir un petit peu plus dans une prochaine vidéo. Mais du coup, voilà, c'est pas cool, j'ai déjà fait les conversions. Donc là, pareil, ça, les conversions, il faut s'entraîner. De toute façon, c'est comme ça, il faut s'entraîner. Donc là, bon, je vais vous montrer un petit peu la technique. Mais globalement, bon, je vais juste expliquer. Et du coup, on va pouvoir faire. Alors, pour convertir 5 kg en grammes, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben, on va dire en gros, 1 kg, c'est 1000 grammes. Donc du coup, si je veux convertir 5 kg en grammes, je me dis 5 fois 1000, ça fait 100 000. Voilà. Ce que je fais ici. Alors, après, là, on veut convertir 6 décigrammes en décagrammes. Donc là, pareil, 6 décigrammes en décagrammes, vous dites, pour passer du décigramme au gramme, et il faut que je divise par 10. Et après, du gramme au décagramme, je redivise par 10. Donc ça revient à diviser par 100. Et quand on divise 1,6 par 100, ça donne 0,016 décagrammes. Alors, après, pareil, 6 mètres cubes en décilitres. Aïe, aïe, ça, ce genre de conversion, vous avez toujours du mal. Alors déjà, je préfère vous rappeler un truc, c'est qu'en fait, 1 décimètre cube fait 1 litre. Ça, faut le savoir, il faut avoir cette conversion en tête. C'est la conversion de base. Alors après, par convention, du coup, on peut retenir que 1 kilolitre, ça fait 1 mètre cube, et que du coup, 1 centimètre cube, ça fait 1 millilitre, ok? Je sais pas si vous avez capté, mais du coup, voilà. Ce sont les 3 conversions qu'on peut retenir. Mais bon, celle que je veux que vous retenez absolument, c'est 1 mètre cube. C'est 1 mètre cube égale 1 kilolitre. Et puis également, 1 décimètre cube est égal à 1 litre. Mais la base, vraiment, c'est 1 décimètre égale 1 litre. Parce que celle-là, au moins, vous savez. Et puis sinon, pour les autres conversions, pareil, ça se retrouve par calcul, quoi. Donc on peut les retrouver facilement. Alors 6 mètres cubes en décilitres. Déjà on va convertir 6 mètres cubes en 6 mètres cubes, on va le convertir en décimètres cubes, ok? Donc du coup ça fait 6000. Et après on convertit cela en décilitres, ce qui fait donc 60 000, ok? Après, pour la dernière conversion, 0,7 cm3 en centilitres, comment on fait? Là je vous avais dit, au cas où on peut se dire que 1 cm3 c'est égal à 1 millilitre. Donc du coup on va se baser sur ça. Ça évitera de convertir en mètre cube pour convertir en centilitres. Donc du coup, ce qui fait donc 0,7 millilitres. Et donc du coup ça fait 0,07 centilitres. Voilà. Bon, sur ce, la vidéo est terminée. Donc comme d'habitude, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.